La pièce sentait encore le glaçage à la vanille et la fumée du barbecue quand mon mari a fait glisser les papiers du divorce sur la table. Notre fils était assis sur sa chaise haute sous une banderole bleue et dorée à 1 an, écrasant du gâteau dans ses petites mains, tandis que 30 personnes applaudissaient et riaient autour de lui. Les collègues de Laurent s'agglutinaient près du bar de la salle louée, des flûtes de champagne en plastique à la main. Ma sœur apportait des cadeaux vers la table du fond. Sa mère prenait des photos. Et juste là, au beau milieu de la fête du premier anniversaire de notre bébé, mon mari m'a souri et m'a dit « Je crois qu'il est temps d'arrêter de faire semblant ». Au début, j'ai honnêtement cru qu'il plaisantait. Puis il a sorti un stylo de la poche de sa veste et a tapoté la pile de papier devant moi. Des documents de divorce. Mon estomac s'est noué si vite que j'ai eu l'impression de rater une marche dans le noir. Quelques personnes à proximité se sont tues. Laurent n'avait pas l'air gêné du tout. En fait, il semblait étrangement soulagé, comme s'il avait répété ce moment dans sa tête pendant des semaines. « Je garde la maison », a-t-il dit calmement. L'entreprise aussi, et le Range Rover. Quelqu'un près du bar a laissé échapper un rire gêné, pensant peut-être qu'il s'agissait d'une horrible blague. Ce n'était pas le cas. Laurent s'est penché et a baissé la voix juste assez pour paraître cruel plutôt que bruyant. « Tu gardes le bébé. » La pièce est devenue silencieuse autour de nous. Même aujourd'hui, quand je repense à ce moment, je me souviens du son qui a remplacé toutes les conversations, le bourdonnement des néons au-dessus de la cuisine de la salle. C'était le bruit d'un cœur brisé. Le bourdonnement des lumières et mon fils qui tapait joyeusement ses mains couvertes de glaçage contre son plateau pendant que mon mariage s'effondrait devant tous ceux que nous connaissions. J'ai baissé les yeux sur les papiers. Mon prénom, Sophie, était déjà soigneusement dactylographié à côté des lignes de signature. Laurent avait tout préparé. J'aurais dû pleurer. Honnêtement, une partie de moi en avait envie. Je voulais lui hurler dessus pour m'avoir humilié en public. Je voulais lui jeter les papiers au visage et lui demander comment un homme qui m'avait tenu la main dans une salle d'attente d'hôpital avait pu devenir quelqu'un que je reconnaissais à peine. Au lieu de cela, j'ai pris le stylo. La pièce entière me regardait. Les jeunes collègues de Laurent restaient figés près de la table des boissons. L'une des femmes de la comptabilité avait l'air horrifiée. Ma sœur a commencé à s'avancer vers nous, mais j'ai secoué subtilement la tête. Pas encore. Mes mains étaient fermes quand j'ai signé. Une page. Puis une autre. Puis la dernière. Laurent a cligné des yeux, surpris. Je crois qu'il s'attendait à une dispute, peut-être à des larmes, peut-être à des supplications. Mais après 15 ans de mariage, j'avais fini par apprendre quelque chose d'important sur mon mari. Rien n'effrayait plus Laurent que le silence. Je lui ai fait glisser les papiers en retour. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit doucement, « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. » Pour la première fois de la soirée, son expression a changé. Juste un peu. De la confusion. Puis la musique a repris parce que quelqu'un, Dieu le bénisse, a dû se rendre compte que le silence était devenu insoutenable. Les gens ont lentement recommencé à faire semblant que tout était normal. Mais plus rien ne serait jamais normal. Je me suis levé, j'ai essuyé le glaçage sur la joue de mon fils et je l'ai pris dans mes bras. Laurent ne m'en a pas empêché. Ça a fait plus mal que les papiers. Dehors, l'air de fin septembre était froid sur ma peau. J'ai attaché Léo dans son siège auto pendant que mes mains tremblaient si fort que j'arrivais à peine à boucler la ceinture. Ma sœur Camille s'est précipitée dehors derrière moi. « Sophie » a-t-elle murmuré, essoufflée, « qu'est-ce qui vient de se passer, bon sang ?» J'ai fixé le vide à travers le pare-brise. « Je crois que mon mariage vient de se terminer. »« Non » a-t-elle dit doucement, « je crois qu'il s'est terminé il y a longtemps. » C'était ça le plus terrible. Elle avait raison. Les signes étaient là depuis des années. Laurent et moi nous étions rencontrés quand nous avions tous les deux 26 ans, bien avant que l'entreprise Maison Saint-Honoré n'existe, avant le grand bureau, avant les voitures de luxe, les tournois de golf et les montreurs de prix dont Laurent ne pouvait soudainement plus se passer. À l'époque, il n'était qu'un charpentier avec des mains rugueuses et des rêves impossibles. Et je l'aimais pour ses rêves. Nous avons tout construit ensemble, à partir de rien. Pendant que Laurent gérait les équipes de construction, je m'occupais de la paperasse. Je gérais les factures sur la petite table de notre cuisine après avoir enchaîné des gardes de 12 heures en tant qu'infirmière.
J'ai appris à utiliser des logiciels de paie à 2 heures du matin parce que nous n'avions pas les moyens de nous payer un expert comptable. J'ai équilibré les budgets de l'entreprise tout en étant enceinte, nauséeuse et épuisée. Quand sa mère est tombée malade il y a 3 ans, je l'ai conduite à chaque rendez-vous pendant que Laurent voyageait pour le travail. Je me disais que le mariage impliquait des sacrifices. Je n'avais simplement jamais réalisé que je serais la seule à les faire. Les choses ont changé quand l'entreprise a pris de l'ampleur. Au début, c'était subtil. Laurent a commencé à se soucier davantage des apparences. Les costumes de créateurs ont remplacé les vieux jeans de travail. Les dîners d'affaires ont remplacé les soirées en famille. Chaque conversation tournait autour de l'expansion, du statut, du réseau. Puis sont arrivés les jeunes employés. Surtout Chloé. 28 ans, cheveux parfaits, maquillage parfait, travaillant au marketing. Laurent insistait sur le fait qu'ils n'étaient que des amis. Mais les épouses savent. Surtout les épouses qui ont passé 15 ans à regarder un homme devenir lentement accro à l'admiration. Au fil du temps, j'ai cessé de me sentir comme sa partenaire. Je suis devenu un bruit de fond. La femme qui gérait les couches et les rendez-vous chez le pédiatre pendant que Laurent posait pour des interviews dans des magazines vantant sa réussite d'autodidacte. Autodidacte. Ce mot me faisait rire amèrement chaque fois que je le voyais. Au moment où Léo est né, notre mariage semblait déjà fissuré sous la surface. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé que Laurent y mettrait fin publiquement. Ou cruellement. Ou pendant la fête d'anniversaire de notre fils. Quand je suis enfin rentré à la maison ce soir-là, j'ai porté Léo dans sa petite chambre et je me suis assise dans le fauteuil à bascule près de son berceau. Il s'est endormi contre ma poitrine presque immédiatement. J'enviais les bébés pour ça. Leur capacité à se sentir en sécurité sans poser de questions. Au bout d'un moment, j'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti la fine pochette cartonnée que j'avais emportée de la fête. La pochette que Laurent n'avait jamais remarquée. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents que je gardais depuis des années. Les statuts originaux de la société. Les accords de propriété. Les signatures. Les pourcentages. Les fondations de tout ce que nous avions construit. Tout ce que Laurent croyait lui appartenir. J'ai fixé les papiers pendant un long moment pendant que mon fils dormait dans mes bras. Puis, pour la première fois de la nuit, j'ai murmuré la vérité à voix haute. « Oh, Laurent, ai-je dit doucement. Tu aurais vraiment dû lire ce que tu as signé. » Le lendemain matin ne ressemblait pas du tout à un matin. C'était comme si j'avais mis les pieds dans une vie qui ne m'appartenait plus. Je me suis réveillé sur le vieux canapé convertible de la maison de mon père, avec un Léo aux courettes dormant à côté de moi dans son lit parapluie. Le silence était si profond qu'il ressemblait presque à une pression dans mes oreilles. Pas de circulation, pas de notification, pas de Laurent. Juste le calme. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas réveillé en vérifiant l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. J'existais, tout simplement. Et puis la réalité a repris le dessus. Les papiers du divorce, la fête, sa voix devant tout le monde. Je garde la maison, l'entreprise et les voitures. Tu gardes le bébé. J'ai fermé les yeux, mais ça n'a pas aidé. Car le pire, ce n'était pas ce qu'il avait dit. C'était la facilité avec laquelle il l'avait dit. En milieu de matinée, Camille est arrivée avec du café et un sac de courses, comme si elle se préparait pour la guerre. « Tu dois manger quelque chose », a-t-elle dit en posant le sac sur le plan de travail de la cuisine. « Et tu dois me dire que tu ne vas pas craquer là, maintenant. » « Je ne vais pas craquer », ai-je répondu machinalement. Elle m'a observé attentivement. C'est exactement ce que disent les gens juste avant de s'effondrer. Je n'ai pas discuté. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il n'y a pas eu de pleurs. Pas d'effondrement dramatique. Juste de la concentration. Le genre de concentration que j'utilisais pour survivre aux gardes de 12 heures à l'hôpital quand j'étais plus jeune. Je me suis connecté aux anciens dossiers de l'entreprise. Maison Saint-Honoré avait toujours mes identifiants d'accès. Laurent n'avait jamais pensé à les supprimer. Cela seulement disait long sur le peu de respect qu'il avait pour ce que je faisais réellement en coulisses. J'ai parcouru les dossiers lentement. L'historique des salaires. Les contrats des fournisseurs. Les déclarations fiscales. Les documents de prêt. Et puis je l'ai trouvé.
L'accord de constitution original. Mon souffle s'est coupé, non pas parce que je ne m'y attendais pas, mais parce que j'avais oublié à quel point tout était écrit clairement. C'était là, noir sur blanc. Maison Saint-Honoré avait été initialement enregistrée sous nos 2 noms. Mais plus important encore, la structure de l'actionnariat majoritaire était liée à l'investissement en capital initial. L'héritage de mon père. Un argent que Laurent avait toujours appelé avec désinvolture, notre matelas de démarrage. Il n'avait jamais demandé où étaient rangés les documents légaux. Il s'en fichait. Parce que Laurent avait toujours supposé que le succès effaçait la paperasse. Ce n'est pas le cas. Camille s'est penchée par-dessus mon épaule. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que je me souvenais soudain de quelque chose que Laurent avait dit des années auparavant, juste après avoir emménagé dans notre premier vrai bureau. Nous devrions nous faire totalement confiance, m'avait-il dit. Pas de secret, pas de petits caractères entre nous. J'avais ri à l'époque. Je suis comptable par mariage maintenant, avais-je répondu. Les petits caractères, c'est mon langage de l'amour. Il avait embrassé mon front et m'avait dit, c'est pour ça que je t'aime. À l'époque, j'avais l'impression d'un partenariat. Maintenant, je réalisais que ce n'était qu'une question de commodité. L'après-midi même, j'ai appelé l'avocat de notre famille. Ou plutôt, l'avocat qui était discrètement devenu le mien au fil des ans. Laurent avait toujours fait appel à des avocats d'affaires. Tape à accent grave-l'œil, cher, agressif. J'avais toujours préféré quelqu'un qui lisait chaque page 2 fois. Sophie, à 10 mètres du bois en décrochant, son ton virant immédiatement à l'inquiétude, j'ai entendu ce qui s'est passé. Bien sûr qu'il était au courant. Les petites villes de province ne gardent pas de secrets. Surtout pas ceux qui impliquent des divorces, des entreprises et des humiliations publiques. J'ai besoin de savoir quelle est ma position, ai-je dit. Il y a eu un silence. Puis il a expiré lentement. Vous êtes dans une position bien plus forte que ne le réalise votre mari. Ce fut le premier moment où j'ai senti quelque chose basculer en moi. Pas de la colère. De la clarté. Au cours de l'heure qui a suivi, il m'a tout expliqué en termes simples. L'entreprise que Laurent pensait posséder entièrement n'était pas structurée comme il le croyait. La propriété n'était pas basée sur celui qui dirigeait les opérations quotidiennes ou qui signait les chèques devant les caméras. Elle était basée sur la répartition des parts sociales. Et je détenais toujours la majorité des parts. Parce que je n'y avais jamais renoncé par écrit. Parce que Laurent ne me l'avait jamais demandé. Parce que Laurent n'avait jamais pensé qu'il en avait besoin. Vous êtes en train de me dire, ai-je dit lentement, qu'il s'est simplement emparé de l'entreprise devant 30 témoins en pensant qu'elle lui appartenait. C'est exactement ce que je vous dis, a répondu Maître Dubois. Je me suis adossé à la chaise de la cuisine. Pour la première fois depuis la fête d'anniversaire, quelque chose en moi a cessé de trembler. Non pas parce que je me sentais puissante, mais parce que je comprenais enfin la forme de ce que Laurent avait fait. Il ne m'avait pas seulement humilié. Il s'était mis à nu. Ce soir-là, j'ai conduit en ville pour acheter du lait maternisé et des couches. Le monde extérieur avait l'air normal. Personne ne savait qu'un mariage venait de prendre fin lors d'une fête d'anniversaire. Personne ne savait qu'un homme venait de remettre tout son avenir entre les mains d'une femme qu'il ne respectait plus. Ou du moins, qu'il croyait ne plus respecter. À la caisse du supermarché, j'ai vu le logo de l'entreprise de Laurent sur un camion de livraison à l'extérieur. Maison Saint-Honoré. Nouvelle identité visuelle, peinture fraîche, flocage publicitaire coûteux. J'ai failli rire. Il dépensait déjà de l'argent comme si l'entreprise lui appartenait entièrement. Cette confiance, cette arrogance. Ça allait lui coûter cher. De retour à la maison, j'ai trouvé Léo de nouveau endormi, sa petite main recroquevillée comme s'il s'accrochait encore au monde sans aucune peur. Je me suis assise à côté de lui et j'ai murmuré, non pas pour lui, mais pour moi-même, tu vas t'en sortir, ai-je dit. Je te le promets. Et pour la première fois, j'y ai cru. Non pas parce que je savais ce qui allait se passer ensuite, mais parce que je savais enfin ce que je tenais entre mes mains depuis le début. Et Laurent n'en avait aucune idée. La première fissure dans la nouvelle vie de Laurent est apparue exactement 11 jours après la fête d'anniversaire. Au début, c'était anodin. Une notification de retard de paiement. Puis une autre.
puis 3 fournisseurs refusant de livrer des matériaux tant que les factures n'étaient pas réglées d'avance. Laurent a qualifié cela de « friction temporaire ». Il croyait toujours que les affaires continuaient comme d'habitude, juste une mauvaise passe, un malentendu. Quelque chose qu'il pouvait régler avec son assurance et son charme. C'était la plus grande faiblesse de Laurent. Il a toujours cru que la personnalité pouvait primer sur la structure. Mais la structure se fiche de l'assurance de votre voix au téléphone. Au bout de la 3e semaine, les choses ont cessé de ressembler à des frictions pour ressembler à un effondrement. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux au début. Je n'en avais pas besoin. Camille m'a montré les actualités économiques locales sur son téléphone un matin alors qu'elle donnait des céréales à Léo. L'entreprise de Laurent perd des clients, a-t-elle dit prudemment. Tu étais au courant. Je m'y attendais, ai-je répondu. Elle a levé les yeux. Tu es bien calme face à ça. Je n'étais pas calme. J'étais concentré. Il y a une différence que la plupart des gens ne comprennent pas tant qu'ils n'ont pas vécu une trahison. Laurent avait présumé que prendre la maison, les voitures et le contrôle de l'image publique signifiait qu'il contrôlait la situation. Mais posséder et contrôler, ce n'est pas la même chose. Pas dans la vraie vie. Surtout pas dans une entreprise construite lentement au fil de 15 années, où chaque relation, chaque contrat de fournisseur, chaque garantie de prêt portait ma signature quelque part en arrière-plan. À la fin de la 3e semaine, le conseil d'administration a demandé un audit financier d'urgence. Laurent, opérant toujours sous l'hypothèse qu'il était le propriétaire incontesté, a accepté immédiatement. Ce fut sa 2e erreur. La première avait été de supposer que je le combattrais sur le plan émotionnel. La 2e a été de supposer que je ne le combattrais pas sur le plan légal. La 3e a été de supposer que j'étais impuissante sans lui. Le matin de la réunion de contrôle, j'étais dans la cuisine en train de laver des biberons quand mon téléphone a sonné. C'était Maître Dubois. C'est pour aujourd'hui, a-t-il dit. Je sais. Vous n'avez pas l'air nerveuse. Je ne suis pas nerveuse, ai-je répondu. J'ai fini d'être nerveuse. Il y a eu un silence. Puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. Tant mieux, car il est déjà en train de perdre le contrôle. J'ai regardé par la fenêtre la rue calme. Je n'essaie pas de le détruire, ai-je précisé. Je sais, a-t-il répondu. C'est ce qui rend la chose si difficile pour lui. À midi, Laurent était assis dans la salle de conférence du siège de Maison Saint-Honoré. Le même bureau où il avait autrefois pris des photos sur papier glacé pour un magazine local, souriant devant des plans encadrés comme un homme qui avait tout bâti tout seul. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était différente. Pas de photos. Pas de fierté. Juste des papiers. Et le silence. Je n'y étais pas physiquement, mais je savais exactement ce qui se passait. Maître Dubois me l'a décrit plus tard avec des détails précis, presque cliniques. Laurent est entré confiant. Il en est ressorti plein de doutes. Parce que la première chose que les auditeurs ont expliquée était simple. Il ne détenait pas la majorité des parts. Loin de là. Il y a eu un long silence dans la pièce après cette déclaration, le genre de silence qui semble plus lourd que le bruit. Apparemment, Laurent a d'abord ri. Un petit bruit dédaigneux. Puis il leur a demandé de répéter. Ils l'ont fait. Lentement. Clairement. Avec des documents à l'appui. Et c'est là que la réalité a commencé à basculer. Car pour la première fois depuis des années, Laurent n'avait aucun argument capable de réparer ce qu'il entendait. Pendant ce temps, je suis resté à la maison cet après-midi-là avec Léo, pliant de minuscules vêtements et écoutant le vent dehors. C'était une sensation étrange. Comme regarder une tempête de l'intérieur d'une maison de verre. En sécurité, mais distante. Ce soir-là, Laurent s'est présenté chez mon père. Je savais qu'il viendrait. Je ne me suis pas précipité vers la porte. Je n'avais pas préparé de discours. J'ai simplement ouvert quand les coups sont devenus réguliers au lieu d'être colériques. Il avait l'air différent. Pas physiquement. Mais quelque chose dans sa posture s'était effondré. L'assurance ne disparaît pas d'un coup. Elle se fracture. Je ne savais pas, a-t-il dit d'emblée. C'était sa phrase d'accroche. Pas un bonjour. Pas un je suis désolé. Juste un je ne savais pas. Je me suis légèrement écarté,
le laissant voir la maison calme derrière moi. Tu ne savais pas quoi, ai-je demandé calmement. Sa mâchoire s'est contractée. Que je ne possédais pas tout. J'ai hoché la tête une fois. Tu n'as jamais demandé. Je te faisais confiance, a-t-il lâché, presque instinctivement. Cela m'a fait marquer une pause. Parce que j'ai réalisé à quel point nous définissions la confiance différemment. Je te faisais confiance, moi aussi, ai-je dit doucement. C'est pour ça que je n'aurais jamais pensé que tu ferais ce que tu as fait lors de la fête d'anniversaire de notre enfant. Son expression a changé. Quelque chose ressemblant à des regrets a essayé de refaire surface. Mais sa fierté a immédiatement combattu ce sentiment. J'étais en colère, a-t-il dit. Je me sentais pris au piège. Tu n'étais pas pris au piège, ai-je répondu. Tu étais impatient. La remarque l'a frappé plus durement que je ne l'aurais cru. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Depuis le salon, j'entendais Léo remuer, faisant de petits bruits en se réveillant de sa sieste. La vie continuait. Malgré tout. Laurent a regardé par-dessus mon épaule en direction du berceau, puis a reporté son regard sur moi. Je ne voulais pas te blesser, a-t-il dit. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai cru cette part de lui. Mais l'intention n'efface pas l'impact. Tu ne m'as pas seulement blessé, ai-je dit doucement. Tu m'as effacé devant des gens qui m'ont vu tout construire à tes côtés. De nouveau le silence. Plus long cette fois. Dehors, le vent s'est légèrement levé, effleurant le porche. Laurent a fini par parler, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je l'ai regardé pendant un long moment, non pas avec de la colère, non pas avec de la satisfaction, mais avec quelque chose de plus proche de l'épuisement. Maintenant, ai-je dit, tu apprends ce que ça fait de devoir reconstruire quelque chose que tu pensais déjà posséder. Il n'a pas répondu. Il est resté là, réalisant trop tard que la vie à laquelle il avait tourné le dos n'était pas perdue à cause de moi. Elle était perdue à cause de ce qu'il avait choisi de croire. Laurent n'est pas revenu le lendemain. Ni le surlendemain. Mais le silence qu'il a laissé derrière lui n'était pas apaisant. C'était pesant. Parce qu'une fois que vous avez vu la chute de quelqu'un commencer, vous ne pouvez pas ignorer le rythme que ça prend. Les appels en absence, les emails tard la nuit, les mises en demeure légales arrivant dans des enveloppes de plus en plus épaisses, les rumeurs qui commencent à circuler dans une petite ville comme la fumée à travers les fissures d'un mur. L'entreprise Maison Saint-Honoré ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Elle s'est désagrégée. Lentement. Publiquement. Et douloureusement. J'ai essayé de mener une vie simple pendant cette période. Les routines matinales avec Léo, les lessives, les courses, la paperasse qui n'avait rien à voir avec la vengeance, le mariage ou le pouvoir. Mais de temps en temps, j'entendais quelque chose. Tu as su que Laurent a perdu le contrat de Neuilly? On dit que la banque a gelé sa ligne de crédit. Il s'est encore disputé avec le conseil d'administration. Et à chaque fois, je ressentais quelque chose d'inattendu. Ni de la satisfaction. Ni de la haine. Quelque chose de plus lourd. Du chagrin. Parce qu'il fut un temps où Laurent et moi n'étions pas comme ça. Nous étions fatigués, fauchés et pleins d'espoir, d'une manière que seuls les jeunes peuvent l'être, avant que la vie ne leur apprenne à quel point l'espoir peut être fragile. Je me souviens d'une nuit, il y a des années, alors que nous construisions encore l'entreprise depuis notre bureau dans le garage. Nous avions mangé des plats à emporter bon marché par terre, parce que la table de la cuisine était ensevelie sous les factures. Laurent s'était adossé au mur, épuisé, et avait dit, un jour, on repensera à tout ça et on en rira. Je l'avais cru. Vraiment. Mais le succès ne détruit pas les gens d'un seul coup. Il modifie la direction de leur attention. Et l'attention de Laurent s'était lentement éloignée de nous. Loin de la maison. Loin de notre partenariat. Vers l'admiration. Vers la validation. Vers des personnes qui lui disaient qu'il était impressionnant au lieu de lui rappeler qui il était auparavant. Chloé faisait partie de ce monde. Je ne l'ai rencontrée correctement qu'une seule fois, lors d'un événement d'entreprise auquel j'avais assisté par obligation, quelques mois avant le divorce. Elle avait souri poliment, mais il y avait quelque chose de répété dans son attitude, comme si elle avait déjà appris à se faire remarquer sans qu'on lui pose de questions. Laurent l'avait présentée avec désinvolture. Responsable marketing, avait-il dit. Pas,
quelqu'un qui travaille avec nous. Pas un membre de l'équipe. Juste, responsable marketing, comme si les titres suffisaient à justifier une telle proximité. Je me souviens de la façon dont il la regardait quand il pensait que personne ne le remarquait. Ce n'était pas de l'amour. C'était une échappatoire. C'est ce que je comprends plus clairement aujourd'hui. Laurent n'est pas parti parce qu'il a trouvé quelqu'un de mieux. Il est parti parce qu'il a trouvé quelqu'un de plus facile. Quelqu'un qui ne lui rappelait pas qui il était autrefois. De retour à la maison, j'ai commencé à recevoir des documents officiels. Pas des documents dramatiques. Pas des documents émotionnels. Des documents financiers. Des demandes d'audit. Des confirmations du conseil d'administration. Des avis aux actionnaires. Chacun renforçant silencieusement une vérité que Laurent n'avait jamais pleinement acceptée. Il ne contrôlait pas ce qu'il croyait contrôler. Maître Dubois m'a appelé un après-midi alors que je pliais les vêtements de Léo. Il essaie de négocier, a-t-il dit. Avec qui, ai-je demandé. Avec vous. J'ai fait une pause. Dites-lui non, ai-je répondu. Il y a eu un silence prolongé au bout du fil. Sophie, a-t-il dit prudemment, il propose des conditions de règlement à l'amiable. J'ai expiré lentement. Quel genre de conditions? Un temps d'arrêt. Tout ce qu'il pense que vous voulez. Ça m'a fait arrêter mon pliage. Parce que Laurent avait toujours cru que les problèmes pouvaient être résolus de la même manière que l'on concluait des accords commerciaux. Offrir assez d'argent. Offrir assez de contrôle. Offrir assez de compromis. Et l'autre personne finira par céder. Mais certaines choses ne sont pas négociables. J'ai regardé Léo qui jouait par terre avec un camion en plastique. Je ne veux pas de son argent, ai-je dit. Que voulez-vous, a demandé Maître Dubois. J'y ai réfléchi longuement. Parce que la réponse honnête n'était pas la vengeance. Et ce n'était pas le pouvoir. C'était quelque chose de plus simple. Le respect. Pas le genre qu'on exige. Le genre qu'on perd quand on oublie ce que signifie considérer une autre personne comme un être humain. Ce soir-là, Laurent est réapparu. Cette fois, il n'a pas frappé fort. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air fatigué, d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Comme quelqu'un qui n'avait finalement plus de moyens de faire semblant. Je ne peux pas réparer ça, a-t-il dit tout de suite après que j'ai ouvert la porte. Je n'ai pas répondu. J'ai essayé, a-t-il ajouté. J'ai tout essayé. Je me suis à nouveau écarté, le laissant entrer. Parce que j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était plus une confrontation. C'était une fin. Nous nous sommes assis dans la cuisine où une si grande partie de notre vie passée s'était déroulée. Pas de dîner romantique. Pas de grande conversation. Juste la vie ordinaire. Les factures. Le café. Le silence. Laurent s'est frotté les mains nerveusement. Je n'ai pas compris ce que je signais, a-t-il répété. Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu. Je te faisais confiance. J'ai secoué la tête lentement. Non, ai-je dit. Tu as eu confiance dans le fait que je ne compterais jamais assez pour poser des questions. Cela l'a frappé plus fort que la colère n'aurait jamais pu le faire. Parce que c'était vrai. Dehors, le vent agitait doucement les arbres, comme si le monde lui-même essayait de ne pas nous interrompre. Laurent a baissé les yeux vers la table. J'ai tout perdu, a-t-il dit doucement. Je l'ai observé pendant un long moment. Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu de dire. Non, ai-je répondu gentiment, tu as juste perdu ce que tu croyais posséder. Il a levé les yeux vers moi. Et pour la première fois, il n'y avait aucune attitude défensive dans son expression. Seulement de la compréhension. Et des regrets. Mais le regret n'est pas synonyme de réparation. Pas dans le mariage. Pas dans les affaires. Et pas dans la vie. L'hiver est arrivé tôt cette année-là. Ce genre de froid qui s'installe dans les vieilles maisons en bois et y reste, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient de tout ce qui s'était passé à l'intérieur. Laurent et moi ne nous sommes pas remis ensemble. Pas de la manière dont les gens s'y attendent dans ce genre d'histoire. Il n'y a pas eu de retrouvailles dramatiques, de pardon soudain, ni de baiser digne d'un film sous la neige tombante. Ce qui s'est passé à la place a été plus lent, plus ordinaire,
et d'une certaine manière plus réelle. Nous avons appris à nous parler sans nous détruire mutuellement. Pour le bien de Léo au début. Puis progressivement pour des raisons qu'aucun de nous n'admettait pleinement à voix haute. Laurent a emménagé dans un petit appartement de location de l'autre côté de la ville. Rien d'impressionnant, pas de finition luxueuse, pas de statue, juste un endroit pour dormir et réfléchir. Il a cessé de porter des costumes hors de prix. Il a arrêté de parler comme si chaque conversation était un argumentaire de vente. Et pour la première fois depuis des années, il a commencé à écouter plus qu'il ne parlait. L'entreprise s'est stabilisée, mais pas grâce à lui seul. Le conseil d'administration a apporté une structure. D'anciens employés sont revenus avec prudence. Les contrats ont été renégociés. Et lentement, Maison Saint-Honoré est devenue quelque chose de nouveau, non pas l'empire que Laurent imaginait autrefois, mais quelque chose de plus ancré, de plus durable, de plus honnête. Je suis resté impliqué, mais plus de la même manière qu'avant. Je n'étais plus le pilier silencieux. Je participais aux décisions qui nécessitaient de la clarté plutôt que des sacrifices. Un après-midi, des mois après que tout se soit effondré, Laurent est venu chercher Léo. C'était un simple échange sur le pas de la porte. Aucune tension. Aucune comédie. Juste deux parents faisant ce qui devait être fait. Mais avant de partir, il a hésité. Je pensais, a-t-il dit prudemment, à ce que tu m'as dit ce jour-là. J'ai attendu. Tu m'as dit que je n'avais aucune idée de ce que je venais de faire. J'ai légèrement hoché la tête. Il a baissé les yeux vers Léo, puis m'a regardé. Je crois que je comprends maintenant, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que comprendre n'efface pas les dégâts. Mais ça change la suite des événements. Le printemps est arrivé discrètement. Et avec lui, quelque chose d'inattendu. Un petit rassemblement dans le jardin. Pas une grande fête comme avant. Pas de salle louée. Pas de collègues de travail. Juste la famille. Et quelques personnes qui étaient restées présentes à travers toutes les épreuves sans choisir de camp. Léo fêtait ses 2 ans ce jour-là. Il courait pieds nus sur l'herbe en riant, poursuivant un ballon qui refusait de rester en place. Laurent se tenait à quelques mètres de moi et l'observait. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit doucement, je pensais que le succès signifiait le contrôle. Je l'ai regardé. Et maintenant, ai-je demandé. Il a hésité. Maintenant, je pense que cela signifie ne pas perdre les gens qui seraient restés si on y avait prêté attention. Ces mots sont restés en suspens entre nous un instant. Pas pesants. Juste sincères. Plus tard dans la soirée, après le départ de tout le monde et le retour au calme dans le jardin, Laurent m'a aidé à rentrer les chaises. Des choses simples. Des choses normales. Des choses que nous avions l'habitude de faire sans y penser. Sur le pas de la porte, il s'est arrêté. Je ne demande pas à retrouver ce que nous avions, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Je sais. Il a expiré lentement. Je ne veux juste pas perdre ce qu'il nous reste. Je l'ai regardé pendant un long moment. Pas comme un mari. Pas comme un ennemi. Mais comme un homme qui avait enfin compris que certaines pertes ne se produisent pas d'un seul coup, elles se produisent lentement, au moment où l'on cesse de remarquer ce qui compte. On ne peut pas réécrire le passé, ai-je dit. Il a acquiescé. Je sais. Mais, ai-je ajouté après une pause, nous pouvons décider du genre de parents que nous allons être à partir de maintenant. Quelque chose dans son expression s'est adouci. Alors je veux bien faire les choses, a-t-il dit. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Non pas parce que tout était réparé, mais parce que plus rien n'était caché. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres, je me tenais sur le porche avec Léo dans les bras, pendant que Laurent rangeait les dernières chaises dans le garage. Le passé était toujours là. Il le serait toujours. Mais il ne définissait plus chaque recoin du présent. Parfois, la guérison ne ressemble pas au pardon. Parfois, cela ressemble à deux personnes qui apprennent à ne plus se faire de mal. Et parfois, la leçon la plus difficile de toutes est celle-ci, l'amour seul ne suffit pas à maintenir une famille unie. Mais l'honnêteté, peut-être que si. Si vous avez déjà vu s'effondrer lentement quelque chose que vous aviez construit, vous savez à quel point il est facile de vouloir se venger. Mais parfois, ce qui vous sauve n'est pas du tout la vengeance.
c'est de comprendre ce que vous avez encore le pouvoir de protéger. Et de choisir cela, à chaque fois. Si cette histoire vous a fait penser à vos propres relations, ou à quelqu'un en qui vous aviez autrefois une confiance aveugle, n'hésitez pas à partager vos pensées. Et si vous souhaitez d'autres histoires sur la vérité d'une seconde chance et la force tranquille qu'il faut pour reconstruire une vie, vous pouvez rester avec nous. Car chaque fin n'est que le début d'autre chose. Fin.